Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Je reçois aujourd'hui Dr Jean-Joseph Condé, membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne, pour discuter du projet de loi C-34 sur les médias sociaux sécuritaires. On se pose plusieurs questions. Les réseaux sociaux sont-ils devenus un véritable problème de santé publique? Jusqu'où l'État doit-il aller pour protéger les jeunes? Est-ce réaliste d'imposer un âge minimal de 16 ans? Nous allons donc tenter, avec Dr Condé, de mieux comprendre ce projet de loi, les préoccupations de l'Association médicale canadienne et surtout les conséquences bien concrètes des médias sociaux sur la santé des enfants et des adolescents. Bonne écoute. Jean-Joseph, bon matin. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Ben voilà, on est toujours au poste, même l'été, écoute, les vacances sont pas longues, les patients sont toujours là, la maladie ne prend pas congé. Non, et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc on est lundi matin, 7h25. Donc, merci d'être là, donc je pense que c'est ta 5e présence au balado, donc tu vas avoir la mention honorifique, mais on voulait parler de C-34, le projet de loi fédéral qu'on appelle la loi sur les médias sociaux sécuritaires. Donc, c'est un raccourci pour la loi édictant la loi sur la sécurité numérique et la loi sur la Commission canadienne de la santé numérique. Donc, l'AMC s'est prononcée donc, en faveur de cette loi. Donc, puis c'est dans ce contexte que je voulais te recevoir. Donc, merci beaucoup. Puis, commençons par le début. C'est quoi C-34 dans cette loi-là? Quel est son objectif? Puis, En fait, c'est une loi du gouvernement fédéral qui souhaite encadrer l'utilisation des médias sociaux chez les moins de 16 ans. Donc, en fait, ce n'est pas de bannir les médias sociaux, ce n'est pas de bannir certaines plateformes, mais c'est plutôt d'encadrer cette utilisation, de s'assurer qu'il y ait des algorithmes qui permettent aux jeunes de naviguer de façon sécuritaire sur le net, parce que de plus en plus, on se rend compte que les médias sociaux ont des effets néfastes sur la santé de nos jeunes. Donc, le fédéral fait ce qu'on considère être une loi d'intérêt
public pour la société. Ça touche la maladie, ça touche la santé des jeunes. Donc, l'Association médicale canadienne se doit d'appuyer et de demander à la population d'appuyer un projet de loi qui protège nos jeunes. Est-ce que pour toi, les médias sociaux, est-ce que c'est un enjeu vraiment de santé publique, disons, au même titre que la qualité de l'air ou la qualité de l'eau en 2026? Oui. Je crois que pour tous, hein, c'est rendu un enjeu de santé publique. Donc, les chiffres, écoute, les gens qui passent 7 heures et plus sur Internet sont 2 fois plus susceptibles d'avoir des symptômes d'anxiété, des symptômes de dépression, détresse psychologique et même idées suicidaires. Or, on sait que ceux qui passent plus de 7 heures sur les réseaux sociaux, ce sont nos jeunes, ce sont les jeunes entre 14 et 24 ans qui passent le plus de temps sur les médias sociaux. Et donc, ce sont eux qui sont le plus susceptibles d'avoir ces effets néfastes sur la santé des médias sociaux. Donc oui, quand tu as quelque chose dans la société qui double le taux d'anxiété, qui double le taux de dépression dans une partie de la population, je crois que oui, ça devient un enjeu de santé publique. Quand tu parles de 7 heures, j'imagine que c'est 7 heures par jour ou par semaine? Ou, par jour. C'est quand même beaucoup là, quand on regarde. Si on a un jeune qui va à l'école, ça veut dire que lorsqu'il n'est pas à l'école, soit il est sur les médias sociaux pendant ses cours, ou lorsqu'il n'est pas à l'école, il est sur les médias sociaux essentiellement. Donc, en fait, il y avait eu un rapport en avril 2025, Recherche en santé mentale Canada, et donc, ils ont constaté que ceux qui déclaraient passer plus que 7 heures par jour, donc c'est des gens qui en fait, ils se couchent tard, hein, le jour, le matin en allant à l'école, pendant la récréation, et même le soir, plutôt que de faire des devoirs comme dans notre temps, ils sont sur les médias sociaux. Et j'ai des patients qui se couchent, des jeunes patients qui se couchent pas avant 22 heures, 23 heures, minuit, alors qu'ils vont à l'école le lendemain. Donc, ce qu'ils ont constaté, c'est que les gens qui passaient plus que 7 heures par jour sur les médias sociaux avaient 2 fois plus de chances d'avoir des symptômes, anxiété, dépression, détresse psychologique. Donc oui, à ce moment-là, ça devient un enjeu de santé publique. Et pour répondre à ta question, en fait, 23% de des jeunes déclaraient passer plus que 7 heures par jour. Quand même. Tout en respectant la confidentialité, évidemment. Dans ta pratique, à toi, as-tu en tête des exemples des jeunes que tu as vus là, chez qui, peut-être même avant même que ça devienne un enjeu public, que toi tu voyais aller, puis tu disais, il y a un problème avec les écrans, là, ou... Mais si tu parles à tes collègues, donc moi j'en vois dans mon bureau, et toi aussi, si tu parles à tes collègues pédiatres, pédopsychiatres, l'anorexie nerveuse. L'anorexie nerveuse, on en voyait à l'époque, mais c'était un cas de temps en temps. Maintenant, on en voit beaucoup plus fréquemment. Et un des facteurs, ce sont les médias sociaux. Donc, ces jeunes qui veulent qui se font vendre par des influenceurs une image corporelle parfaite. Faut que tu sois mince, faut que tu sois fait de telle façon, faut pas que tu aies de rides. Alors, tout ceci amène des gens à éviter de manger, couper leur repas, même se faire vomir pour garder un poids, pour pouvoir être mince comme comme les influenceurs qu'ils voient sur les médias sociaux. Donc, oui, dans ma pratique, j'en voyais une fois de temps en temps de l'anorexie nerveuse. Maintenant, écoute, c'est beaucoup plus fréquent. Il y a des études là-dessus. Il y a des études là-dessus qui confirment que le taux a, je pense que 2 fois, 3 fois plus de cas d'anorexie nerveuse. Les enjeux de cette nature-là, toi, dans ta pratique, est-ce que c'est toi qui dois un peu débusquer ce problème-là, l'enquêter, ou ce sont, par exemple, les parents qui amènent l'enfant puis qui vont dire, écoute, moi, je pense qu'il y a un problème un peu de dépendance aux médias sociaux. C'est quoi le contexte clinique? Est-ce qu'il y a un contexte clinique typique pour toi ou ça peut être un peu de tout, disons?
Donc, en fait, moi, comme médecin de famille, je ne les traite pas directement, je les réfère aux pédiatres, aux pédopsychiatres, mais quand on investigue, on se rend compte que ce sont des gens habituellement qui sont influencés, qui passent beaucoup de temps sur les médias sociaux. Écoute, il y a même ça roule encore, une compagnie de produits de beauté, imagine-toi, qui fait des messages publicitaires pour des jeunes de 12 ans. Tu leur envoies des publicités sur des produits de beauté. Euh, des jeunes qui vont s'acheter des produits anti-rides, mais on leur pousse ça et leur dit, ah non, c'est bien, il ne faut pas que tu aies de rides. Alors, les gens ont quoi? Les gens ont 16, 18 ans, puis ils commencent déjà à se mettre des crèmes anti-rides. C'est quelque chose, hein? Quand même. Puis, quoi, c'était le 4 décembre, je pense, 4 décembre 2025, il y avait, donc, cette journée-là, on a recensé 2164 publicités de peptides. Alors, des peptides qui ne sont pas approuvés par Santé Canada, mais qui font des miracles, hein. Donc, ça, c'est l'injection miracle qui va te faire perdre du poids, plus d'énergie, moins de douleurs musculaires, meilleure masse musculaire et en plus, anti-âge, anti-rides. Alors, il y avait 2164 publicités qui roulaient sur des peptides cette journée-là. Donc, c'est te montrer comment quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les médias sociaux peut être influencé par ce qui y circule. Il y a tellement, Jean-Joseph, d'enjeux en santé, que ce soit au Québec ou au Canada. Je me demandais à l'interne, au niveau de l'Association médicale canadienne, qu'est-ce qui fait que, comme organisation reconnue, vous décidez que vous allez supporter le projet de loi C-34, en parler publiquement? Est-ce que c'est un membre du conseil d'administration qui va dire « Moi, je pense que c'est une bonne idée ». Avez-vous une sorte de vigie, disons, pour décider à quel sujet on s'attarde, lesquels méritent moins d'attention? Donc, nous avons un plan stratégique, évidemment, comme toute organisation. Nous avons nos 5 priorités stratégiques à l'AMC, mais ceci étant dit, on surveille tout ce qui se passe dans l'environnement. Exactement. Et quand on voit passer, le fédéral qui propose un projet de loi pour limiter l'utilisation des médias sociaux chez les jeunes, on se dit, oh, celle-là, écoute, c'était pas dans nos priorités, mais c'est important. En fait, c'est pas dans nos priorités. La mésinformation at large, c'est une de nos priorités. On veut réduire la mésinformation en santé parce que je pense qu'on a déjà parlé tous les effets néfastes que peut avoir la mésinformation sur la santé des Canadiens. Il y a des études et l'AMC a fait une étude là-dessus. Donc, la mésinformation, c'est une priorité stratégique de l'AMC, mais C-34, c'était pas du tout sur nos radars. Mais quand on a vu C-34 arriver, on s'est dit, c'est un enjeu de santé publique. Il faut que les médecins canadiens supportent ce projet de loi, mais mieux encore, notre campagne, c'est de façon à inviter les familles, les professeurs, les éducateurs, les gardiennes d'enfants d'appuyer ce projet de loi-là. Allez sur notre site web, appuyez le projet de loi ou appelez votre député fédéral, appuyez ce projet de loi pour qu'il soit remis au feuilleton à l'automne et que ça soit adopté. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. J'ai l'impression que ça va passer, là, mais je m'informais un peu du côté du Parti conservateur. Il y a peut-être certaines réticences au niveau de la protection de la loi privée, de la vie privée.
Mais globalement, je ne pense pas que les oppositions vont empêcher, disons, l'adoption de ce projet de loi, donc ce qui est une bonne nouvelle. Là. Dis-moi, mon cher, comme organisation ou toi, à titre personnel, c'est un projet de loi volumineux, là. Avez-vous identifié des angles morts? Parce que ça ratisse tellement large. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qu'on se dit, il me semble qu'il manque un petit quelque chose, ou ça a l'air assez complet pour protéger les enfants, à votre point de Donc, vue? pour l'instant, on est en train de. Donc, pour l'instant, on est encore au stade d'évaluer le C'est projet ça. de loi. Donc, on est sorti récemment, on l'évalue. Il va y avoir des commissions parlementaires à l'automne. On demandera à être invité à ces commissions parlementaires. Mais par contre, tu sais, des choses qui pourrait y avoir, par contre, un angle mort, la transparence, tu sais. Y a-t-il assez de... Donc, la transparence. Est-ce que le projet de loi va assez loin au niveau de la transparence par rapport aux géants du numérique, à savoir les outils, les algorithmes qu'ils utilisent? Va-t-on aller jusque-là? Parce que faut pas se le cacher, si nos jeunes sont accros aux médias sociaux, c'est parce qu'il y a des algorithmes qui les encouragent à rester là-dessus, qui leur proposent du contenu qui les intéresse. Ah, ce sujet-là l'intéresse, on va lui proposer 200 vidéos, 200 clips, 200 articles là-dessus pour garder son intérêt. Alors, à l'inverse, lorsqu'on voit parce s'ils sont capables de voir ce qu'on suit, les sites Internet où on va, ils sont vraiment capables aussi d'avoir une idée de quel âge, à quel type de personne on s'adresse. Mhm. Donc, lorsqu'on s'adresse à un jeune, est-ce que ces mêmes créateurs d'algorithmes ne devraient pas avoir des algorithmes plus sécuritaires de façon à les éloigner de la mésinformation? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, hein, de comment fonctionnent ces algorithmes. On se dit, si les algorithmes sont capables d'aller dans un sens pour garder les gens en ligne, les rendre accros, ben, ils sont aussi capables d'aller dans l'autre sens et de prévenir l'exposition à certains contenus inadéquats. Tout à fait, tout à fait. Tu en as parlé en introduction, l'âge, 16 ans, est-ce que toi, comme clinicien, c'est bien? Moi, je me dis, je recule quand lorsque j'avais 16 ans, je considère que j'étais encore influençable. Alors, pourquoi 16 ans, selon toi, ou pour l'acceptabilité du projet de loi, ou pour... Écoute, est-ce qu'on aurait dû aller, bon, 18 ans, on est majeur, Ouais, on peut voter. Est-ce qu'on aurait dû se rendre à 18 ans? On peut conduire, on peut avoir un permis de conduire à 16 ans. Oui, l'alcool, le tabac, c'est 18 ans. Je pense que c'est un choix qui a été fait par le gouvernement, probablement pour respecter une certaine autonomie des gens de plus de 16 ans. Mais c'est déjà un bon début, là. Si on arrive déjà à se rendre là, si déjà on arrive à protéger nos jeunes de moins de 16 ans, ça va être un gros pas en avant. ben moi, je me questionne juste dans l'applicabilité, là. Beaucoup de gens l'ont déjà fait, là. On a un adolescent qui veut s'inscrire sur un site Internet, puis d'abord, souvent, ils vont demander l'âge, puis l'enfant peut mettre n'importe quel âge, puis ça passe. J'ai hâte de voir comment les mécanismes de vérification, à moins d'aller jusqu'à fournir des preuves d'identité, disons. Ouais. Tu sais, Une fois, ouais, je veux dire, ça, certains sites comme ça, il faut que tu fournisses une pièce d'identité pour confirmer ton âge. Bon, écoute, c'est sûr, hein, on parle tous de l'exemple de l'Australie. tout à L'Australie a fait. déjà une loi là-dessus pour interdire. L'Australie est plus stricte, hein. Je pense qu'ils interdisent certaines plateformes, TikTok, YouTube, Facebook aux jeunes de moins de 16 ans. Puis c'est facile à contourner. Mais on se dit qu'il faut commencer quelque part. Et donc, ce qui fera changer, ce qu'on pense, ce qui fera changer
changer les géants du numérique, ce sera si plusieurs pays se mettent ensemble. Donc, l'Australie a commencé, là, on parle du Royaume-Uni qui va suivre, le Canada va suivre, et si d'autres pays, la France, même les États-Unis, même les États-Unis actuellement, le projet de loi du sénateur républicain Ted Cruz, Kids Online, qui veut aussi protéger les jeunes. Donc, si plusieurs juridictions se mettent ensemble pour dire aux géants du web, ben, vous devez baliser l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, ben, on pense que ça finira par avoir une influence sur les géants du numérique. Mais si un seul pays comme l'Australie ou le Canada le faisait, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas gros, on ne réussira pas à les influencer. Je pense que c'est l'ensemble de plusieurs pays qui peut représenter une force significative pour pousser les géants du numérique au changement. Mais écoute, cette tendance de l'industrie à créer de la dépendance, c'est pas nouveau. Là, tu sais, on recule l'industrie du tabac. Ensuite, ce que j'avais appris un peu plus tard, c'est que dans le domaine alimentaire, tous les aliments hyper processés, si on veut, là, donc puis les duos gras, sel ou des choses comme ça aussi, c'est une invention de l'industrie, ça, pour créer de la dépendance. Donc, c'est un réflexe de l'industrie de créer de la dépendance. Donc, c'est quand même... C'est un géant auquel la loi s'attaque. Là. J'ai hâte de voir... Très bon point, tu as raison. C'est de longue date, hein, même comme ça, les boissons gazeuses, la même chose, les sucreries, le tabac aussi, pour rendre les gens dépendants à la nicotine. Tout à fait. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Dis-moi, les agents conversationnels, les chatbots, est-ce que c'est un enjeu spécifique ou ça rentre... de votre point de vue, est-ce que c'est encore plus dangereux ou parce qu'il y a eu des gens qui ont été poussés au suicide ou là, on voudrait obliger l'industrie à, selon ma compréhension, à intervenir, identifier des personnes qui sont en état de détresse, interrompre la conversation, des choses de cette nature-là. Oui, mais je pense que le projet de loi touche aussi aux robots conversationnels. Il faut, donc je pense, est-ce que c'est pire? J'ai rien vu là-dessus disant que c'est pire, mais c'est certainement aussi important que les échanges qu'on peut avoir, la mésinformation qu'on peut trouver. Sauf que là, avec la différence avec le robot conversationnel, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire l'effort d'aller chercher l'information. L'information nous est fournie d'emblée. Donc, à ce point de vue-là, oui, ça peut être plus dangereux. Mais oui, pour nous, c'est clair que les robots conversationnels doivent être inclus dans la limite qu'on veut imposer à l'utilisation des plateformes numériques. Dis-moi, mon cher, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait que la responsabilité de gérer l'utilisation des médias sociaux de la part des enfants, ça incombe aux parents, aux familles,
aux écoles. Donc, en faisant un projet de loi de cette nature-là, comme dans d'autres sphères de la société, on déresponsabilise un peu les parents, les familles, tout ça. Est-ce qu'un argument, j'imagine, qu'on va entendre ou qu'on pourrait entendre? Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et on prend l'exemple si je prends l'exemple de la ceinture de sécurité, tu vois. Oui, on a fait une loi dans les années 60 pour imposer la ceinture de sécurité, mais on pense aussi que ça devenait aussi une responsabilité des parents de la porter pour montrer aux jeunes qu'il faut la porter. Donc, si ton jeune ne te voit pas porter ta ceinture de sécurité, tu ne vas pas l'encourager à le porter. Et j'ai même des collègues, même pour des petites courses, ils ne la portaient pas, mais qui se disaient non, écoute, il faut que je la porte parce qu'il faut que je donne l'exemple à mon jeune de 8 ans que non, la ceinture de sécurité, c'est obligatoire quand tu embarques en auto. Mais nos parents, ça a été très difficile de les convaincre dans les années 60. Complètement, je m'en rappelle. Écoute, tu dis les années 60, moi je vais dire les années, je me rappelle 70-80, moi. Mes parents ne s'attachaient pas de façon systématique. Et c'était perçu inutile de s'attacher qu'on était en arrière. Exactement. Je m'en rappelle tout à fait, là, tu sais, c'est comme... Je suis sûr que toi et moi, on a fait des voyages dans la station wagon, dans le coffre arrière, en train de jouer à 100 km/h sur l'autoroute. Donc, oui, les parents ont une responsabilité. Et oui, comme tu mentionnais tantôt, ça pourrait être facile pour un jeune de contourner les règles. Et c'est là que les parents doivent intervenir pour toujours avoir des échanges constructifs, toujours garder le contact avec les jeunes pour les inciter à pour discuter avec son jeune. Hein. Qu'est-ce que tu as lu? Quel genre d'informations? As-tu regardé? Leur apprendre, hein? As-tu regardé la source de cette information-là? D'où elle vient? Qui l'a mise en ligne? As-tu essayé de valider l'information que tu as lue? Et ça vaut pour tout, hein, pour tout ce qu'on voit sur le net. Il faut toujours regarder la source, il faut toujours valider la qualité de l'information parce qu'on trouve n'importe quoi sur le net. Comme je dis souvent, tout le monde, avec Internet, tout le monde devient un expert. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, ce que tu proposes, c'est de fournir aux jeunes des outils pour, évaluer la pertinence de ce qu'ils voient, puis être juge de la qualité, puis donc être un peu maître de leur consommation, alors qu'on a un projet de loi qui vise peut-être plus l'interdit, je sais. Donc toi, si tu parlais à un jeune de 16 ans aujourd'hui qui te dirait ça, c'est un projet de loi paternaliste, là, puis comment convaincre ou expliquer à un adolescent qui nous écouterait aujourd'hui les risques associés à cela, puis la pertinence d'un peu encadrer cette consommation des médias sociaux? Donc ça revient à ta question de quel est le rôle des parents. Ouais. Parce qu'on l'a dit tantôt, un jeune pourra toujours, dépendamment des barrières qui sont des balises qui sont mises, un jeune pourra toujours essayer de les contourner. Mais s'il les contourne, à ce moment-là, ça devient important pour les parents de toujours maintenir ce canal de communication avec son jeune de façon à l'éduquer. Donc non, le parent ne doit pas se déresponsabiliser parce qu'il y a un projet de loi. Le parent doit continuer à éduquer son jeune et par rapport aux médias sociaux, une des façons de les éduquer, c'est de leur apprendre à vérifier la qualité de l'information, vérifier la source, d'où je prends mon information, d'où ça vient, et essayer de la valider. Alors oui, je pense que c'est très important d'avoir ces deux aspects. Donc, un projet de loi pour baliser l'utilisation et surtout pour... Le projet de loi, en fait, c'est pour que les géants du numérique, pour responsabiliser les géants du numérique à faire leur travail de leur côté. Mais nous, comme parents, ça ne nous enlève pas notre responsabilité qui est de garder un échange, de garder un canal de communication avec nos jeunes de façon à leur apprendre qu'est-ce que pourrait être une utilisation raisonnable ou intelligente des réseaux sociaux. Parce que, il ne faut pas se cacher, même chez... on parlait de mes informations tantôt. L'étude de l'AMC montre que même si 69% des Canadiens se méfient
de l'information qu'ils trouvent sur les médias sociaux, il y en a quand même 90% qui vont chercher l'information sur ces médias-là et 27% ont des effets néfastes sur leur santé. Et là, on parle d'adultes. Donc, on se méfie de l'information qu'on va y trouver, mais on va quand même la chercher sur Internet. Et 27% des gens ont des effets néfastes sur leur santé. Ben, ce qui peut être inquiétant aussi, c'est qu'une bonne proportion de nos concitoyens utilisent uniquement les médias sociaux comme source d'information aussi. Donc, on veut pas non plus encenser les médias traditionnels, mais il y a quand même certaines valeurs à ce type de médias-là en termes de contrôle de qualité du contenu. Puis certaines personnes ne vont que sur Instagram, TikTok ou autre pour suivre la politique ou des choses comme ça. Pour moi, c'est une source d'inquiétude. Tu as tout à fait raison. Écoutez le téléjournal, semble-t-il que c'est pour des gens de ma génération. Mes jeunes ne vont pas là-dessus. Les jeunes, ils n'écoutent pas les nouvelles. Les nouvelles, ils les prennent, comme tu as dit, sur TikTok, sur Facebook et les autres. Ben, peut-être l'enjeu de ce type de programme comme le téléjournal, je pense, ce sont les créneaux horaires. Puis c'est peut-être la facilité d'accès en dehors des créneaux horaires, alors que maintenant, les gens aiment consommer n'importe quand, n'importe où. Alors lorsqu'on a un média traditionnel qui est à 22h, c'est sûr qu'on peut le retrouver sur la plateforme, mais c'est moins facilement accessible. Je pense que c'est peut-être un des problèmes. Peut-être que ça va se régler là, avec le temps. Dis-moi, on approche la fin, Jean-Joseph. Au niveau national, au niveau de l'Association médicale canadienne, est-ce qu'il y a des petites divergences d'opinion là, dans ton groupe sur ce projet de loi-là, où c'est pas mal uniforme au niveau de tes collègues de l'AMC, la pertinence de ce projet de loi, son format, ce qu'ils souhaitent faire, ou, les discussions à l'interne? En fait, c'est unanime qu'il faut le supporter, mais comme nous avons discuté aujourd'hui, la question évidemment, quel sera l'effet concret du projet de loi? On ne le sait pas, mais certainement, il faut commencer quelque part et c'est pour ça qu'on encourage. Il y aura une réunion de la santé fédérale provinciale le 20 juillet et on encourage en fait, l'AMC sera sur place à la réunion fédérale provinciale et nous encourageons les provinces à, elles aussi, adopter un projet de loi similaire parce que c'est en travaillant tous ensemble qu'on va peut-être réussir à protéger nos jeunes contre les effets néfastes des médias sociaux sur leur santé. Dis-moi, comment, à long terme, de ton point de vue, pourrait-on évaluer l'efficacité d'un tel projet de loi? Ça m'apparaît difficile, disons. On regarde des statistiques sur le taux de dépression chez les jeunes ou sur les heures de consommation. Je ne sais pas, il me semble que ça m'apparaît, il y a tellement de composantes, de données. En plus, ça va évaluer, la consommation va évoluer dans le temps, les produits offerts vont changer, l'industrie va s'adapter, n'est-ce pas? Donc... écoute, je pense que ça va être... on va le voir en clinique. Hein. Okay. Les faits, on va le voir en clinique. Ce sera des études qui vont nous montrer que oui, on a réussi à diminuer cette augmentation des problèmes psychologiques que l'on remarque chez les jeunes. On va remarquer un changement de la courbe pour se dire « Ah, tiens, depuis qu'il y a ce... » Mais comme on a dit, c'est pas seulement le Canada qui peut faire changer la game. Non, c'est ça. Depuis que, mondialement, plusieurs juridictions se sont mises ensemble, il y a eu amélioration de l'indice de santé chez les jeunes par rapport aux problèmes qui étaient reliés aux médias sociaux. Quand on verra une amélioration de ces problèmes de santé dont on discutait tantôt, on pourra dire qu'on a réussi. C'est un projet à long terme, mais c'est clair qu'il faut commencer quelque part. Tout à fait. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui nous montrent qu'il y a des effets néfastes et donc on commence quelque part et je reviens encore à la ceinture de sécurité. Ça a pris des années avant qu'on se rende compte qu'il y avait un problème avec les accidents d'auto sans ceinture de sécurité et ça a pris des années de convaincre la population de porter sa ceinture de sécurité pour que finalement, au bout de 15-20 ans, on commence à voir les effets bénéfiques sur la population du port de la ceinture de sécurité. Je pense que ce sera la même chose. Écoute, c'est une belle façon de conclure. Donc, Jean-Joseph, merci d'être entretenu avec moi ce matin au sujet du projet de loi C-34. Puis, on va attendre le retour à l'automne pour la suite de
ce projet de loi fort intéressant. Merci. Écoute, on a hâte de voir, mais on sera présent au Parlement à Ottawa, en commission parlementaire, pour le commenter et pour faire des recommandations au gouvernement. Et en attendant, merci de nous accorder le temps. Merci de nous avoir accordé l'entrevue, Jean-Pierre. Toujours un plaisir. Excellent. Puis en attendant, j'encourage également les gens à visiter le site web de l'Association médicale canadienne. Je mettrai les références sur les notes de balado. Il y a un petit onglet où on peut aller supporter le projet de loi. Donc, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.